cofondatrice de ce campus d'école Maria Schools et du coup de l'école Maestro, qui a comme pour mission une ambition très simple, qui est un peu de former tous les talents produits que les entreprises tech vont s'arracher. D'où le fait que vous soyez là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, parce que quand on est un talent tech et qu'en plus qu'on a un talent produit, c'est toujours pour nous très intéressant et surtout capital et crucial de s'intéresser à ce sujet Green Tech, à ce sujet de la responsabilité qui nous incombe en tant que product manager, en tant que faisant partie de l'équipe produit. Et je vais vous parler un peu de Maestro, mais avant ça, qui vient ici pour la première fois? Waouh, génial, c'est hyper rare. Et bien du coup, bienvenue, on est hyper heureux de vous avoir dans nos locaux. Qui est product manager parmi vous? Quelques-uns. Qui est dans le design? Ah, merci d'être là. Marketing. Qui est tout simplement entrepreneur, product builder. Merci, vous êtes deux. Et bienvenue. Ok, et qui j'ai pas du tout cité, fait complètement autre chose et s'intéresse juste à ce sujet-là. Quand même. Ça veut dire quoi faire complètement autre chose? Comment tu fais quoi? Je suis apprenante à Datex School. C'est une école. Ouais, t'es apprenante chez Datex School. Bah trop bien. On les connaît bien, Chloé vient souvent mettre ça. À Datex School, une école pour apprendre à coder et l'informatique féministe. Toi aussi, t'es apprenante à Datex School. Et bien bienvenue. Qui a déjà mis en place une démarche un peu responsable, s'est interrogé sur où est-ce qu'il stockait la donnée, comment était fait son site internet, quand on écrit aussi tous les dark patterns qu'il peut avoir. Est-ce que quelqu'un a déjà dans son code ou dans son produit ou dans son parcours de tous les jours s'est interrogé et a mis en place des choses sur cette démarche responsable? Bravo. Ouais. Voilà, vous allez voir, ça va être que des questions comme ça, puis on va dire bien ou pas bien. Non, justement, c'est pas du tout c'est pas du tout le but de la soirée, mais on va comprendre aussi qu'il y a des choses plus ou moins faciles à faire quand on est à des postes en produit. Juste pour vous dire en deux mots, Maestro, nous, ce qu'on fait, c'est de la formation professionnelle et on cherche vraiment à co-construire. Et pourquoi on écrit co-construire? C'est qu'on ne travaille qu'avec des professionnels du produit, et c'est ceux que vous allez avoir devant vous, notamment ce soir, qui viennent nous aider à construire les cours, les parcours, etc., pour que ce soit le plus proche possible des besoins du marché, des besoins des entreprises, et qu'on forme des talents qu'elles vont derrière embaucher, et du coup que ça réponde complètement aux besoins. On a une pédagogie qui n'est quasiment que de la pratique. Déjà, nos profs ne sont pas des profs, c'est que des personnes qui travaillent tous les jours en produit ou en tout cas dans ce qu'ils viennent enseigner. Et en plus de ça, le but est de faire que des cas pratiques, parce que finalement, il n'y a que quand on fait qu'on apprend. Et on a une autre petite philosophie qui est pour nous que faire, c'est mal faire. Et du coup, il n'y a rien de mieux que des murs d'école pour être libre de mal faire et du coup d'apprendre. Parce qu'une fois qu'on est dans notre job, parfois le mal faire, il passe un peu moins bien. Pour ceux que ça intéresse et que ça pourrait intéresser, on a évidemment des prochaines formations. On forme sur des bootcamps qui sont à temps plein, qui sont longs, c'est beaucoup de reconversion aussi. Donc on en a un prochain dès la semaine prochaine, 7 semaines à temps plein. On fait la même chose en ligne avec des personnes qui sont dans leur job et qui vont le suivre pour le coup sur un temps beaucoup plus étalé et sur 14 semaines. Une qui démarre le 25 avril, le 12 septembre, la prochaine. Et en revanche, on a aussi décidé de lancer notre premier bootcamp à destination des personnes qui s'intéressent tous les mardis en ligne à midi. Il y a des Maestrix, parce qu'on aime bien les jeux de mots avec Maestro. Et du coup, vous pouvez nous retrouver. On a un compte LinkedIn extrêmement fourni. On fournit énormément de contenu, des toolbox, toutes les choses. Et on aime bien fournir du contenu qui correspond à vos besoins. Donc surtout, si vous avez des besoins, des idées, vous n'hésitez pas, vous nous les donnez sur LinkedIn, vous nous envoyez des emails. On est très très friands de ce qui vous intéresse pour ensuite construire ce contenu. Et pour ceux qui ont peut-être déjà fait l'expérience, ce que je vous dis est vrai. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers et que vous voyez qu'il y a un sujet qui n'est pas traité, évidemment autour du produit, de la tech, du no-code, qui sont les sujets qui nous intéressent, mais généralement, on va vraiment cibler ce qui vous intéresse et du coup le faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un événement qui est peut-être hosté, c'est-à-dire il est chez nous, mais en tout cas il a été conçu, pensé et fait, et vous allez voir ce soir,
par des maestros. Alors c'est qui les maestros? C'est nos élèves. Donc on est hyper fiers, c'est la première fois qu'on fait ça. Et du coup on est hyper content de voir que en fait, c'est la communauté elle-même, c'est les élèves eux-mêmes qui prennent les sujets, qui s'intéressent, qui vont chercher des intervenants et les faire débattre sur des sujets qui sont importants. Donc je vais vous laisser la parole, Rachida et Zoé. Je vous laisser venir sur scène, expliquer ce qui va se passer ce soir. Et nous, en tout cas, avec Chana et Héloïse de l'équipe Maestro, on est là pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Et de toute façon, les meilleures personnes pour parler de produits sont nos élèves, Rachida et Zoé. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup d'être là ce soir, d'avoir bravé le Covid et d'être venu nous rejoindre. Donc nous, aujourd'hui, on voulait traiter d'un sujet qui nous concerne tous, qui est la Green Tech. En fait, l'idée, c'est qu'on organise un peu une table ronde sur plusieurs. Chana, tu peux juste avancer encore une petite slide, comme ça je montre le programme en même temps. L'idée, donc voilà, c'est de parler de la Green Tech, de savoir comment est-ce que concrètement on peut la mettre en place dans nos milieux. Là, on travaille dans les startups avec des pratiques simples. C'est de montrer que c'est accessible à tous, et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les startups, parce que les startups, ça doit aller très très vite, ça a assez peu de moyens, et puis ça reste pas une priorité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a construit ça aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'on entend beaucoup parler de responsabilité numérique, la Green IT, etc. C'est très confus, on fait tout, on peut tout faire. Donc là, il ne faut pas hésiter à poser des questions, parce qu'on a un expert qui est là. Nous avons un expert, un sceptique, et une personne qui est en train de mettre en place. Voilà. D'ailleurs, on va super être en dessous, comme ça je peux parler un peu du programme. Alors, la première chose, c'est qu'on va poser le contexte, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de Green Tech aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si important. Et donc, c'est Alex qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. On aura l'occasion de parler avec Thomas sur finalement c'est quoi les problématiques et les enjeux pour les startups et pourquoi est-ce que c'est difficile à mettre en place dans ce genre de structure. On retournera après avec Alex pour savoir comment on fait du green dans les startups. Et enfin, on terminera par un petit cas pratique où en fait, Astrid en fait, qui veut mettre en place chez Coalise des concepts de green tech, aura aussi des questions à poser à Alexandre pour un petit peu mettre en pratique tout ce qu'on aura vu avant. Voilà, je pense qu'on peut tous venir s'installer du coup, et puis on va démarrer tout de suite avec Alexandre. Du coup, je te laisse la main sur le contexte. Yes. Merci. Est-ce que vous êtes bien? Si tu veux qu'on la mette ici. Avec le câble, Tiens tout. Parfait. Comme ça, on est bien. Vous êtes beau. super. Et bonjour tout le monde. Moi, je suis très content d'être là et de participer à cette table ronde. Alors au début, là, on va commencer par poser quelques éléments de contexte. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément trop d'interaction, on va dire, entre les différents participants là. Mais voilà, c'est pour quand même rappeler un petit peu pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par Green IT, Green Tech ou co-conception, enfin voilà, c'est un peu ces enjeux-là. Et surtout, pourquoi on en est amené à parler de ça. Donc voilà, je voulais reposer, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits éléments de contexte. Avant ça, je vais aussi me présenter. Donc moi, je suis Alexandre Takacs. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans la tech, au sens large. J'ai principalement fait du product management. J'ai notamment bossé chez Mythic, chez Viadeo et chez Express, à différents niveaux de responsabilité au produit. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis indépendant. Donc j'interviens sur des missions de product management, de product design. Et je fais des formations, notamment chez Maestro, depuis la création de l'école Maestro. Et troisième casquette, entre guillemets, du coup, la partie numérique responsable, qui est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup et sur lequel j'ai vraiment envie justement de sensibiliser le plus de monde possible autour de cette question-là, sur lequel je fais pas mal d'interventions et j'essaie de sensibiliser, de synthétiser un petit peu tout ce qui peut se faire sur le sujet pour essayer de rendre accessible au plus grand nombre dans l'univers de la tech. Voilà, du coup ma présentation.
Pour repositionner un petit peu le contexte aussi, moi, pourquoi je suis arrivé à ces questions-là assez rapidement, finalement, donc, voilà, au bout d'une quinzaine d'années de parcours professionnel dans le produit, je suis arrivé à un moment de mon parcours où j'avais envie de retrouver un petit peu de sens, enfin j'avais perdu un peu le sens de ce que je faisais, et j'ai plutôt eu envie finalement de m'orienter vers quelque chose qui avait justement plus d'impact, de l'impact positif. Et à peu près à ce moment-là, j'ai eu aussi une sorte de prise de conscience sur les enjeux et l'urgence écologique et la situation du réchauffement climatique, toutes ces choses-là. J'ai eu un petit peu plus de temps pour bien rentrer dans le dur de ces sujets-là. Je me suis pris une bonne claque et j'ai eu envie en fait finalement de voir comment, à travers mon métier, à travers ce que je savais faire tous les jours, comment je pouvais trouver un lien et comment je pouvais du coup avoir un impact plus positif, quelle que soit la mission que je suis en train de faire autour de la construction de produits numériques. Et du coup, je suis vite venu sur, au bout de 15 ans, je ne m'étais jamais vraiment posé la question en fait, de l'impact du digital, et ça je pense que c'est un vrai sujet, c'est que aujourd'hui on commence à avoir une sorte de prise de conscience et ça commence à bouger, mais les professionnels de la tech au sens large ne sont pas encore très sensibilisés sur la question, et pourtant l'impact du digital est vraiment concret, vraiment réel, et souvent invisible, donc on ne s'en rend pas compte. Et vraiment, pour moi, si on devait résumer l'impact du digital, il se joue principalement sur ces trois grands aspects. L'aspect planète, donc l'aspect environnemental, c'est surtout là-dessus dont on va parler aujourd'hui. L'aspect humain, sociétal, individuel, donc tout ce qui est pratique de design addictif, tout ce qui est non-respect des données privées de l'utilisateur, etc., les dark patterns dont on parlait tout à l'heure, etc. Et le côté économique, alors on parle aussi de prospérité pour être un peu plus bienveillant et parler de développement durable, mais l'enjeu c'est de faire en sorte que les produits sur lesquels on va travailler aient un modèle économique qui soit viable, pérenne, durable, et ne viennent pas exploser complètement des pans entiers de l'économie, pour une logique plus court terme. Donc si on se concentre vraiment sur la partie environnementale, puisque c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, en fait, le truc c'est que, vous le savez tous, je pense, on est dans une situation donc, de réchauffement climatique qui s'accélère. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau rapport du GIEC qui est sorti hier. Donc voilà, ça participe à apporter l'ampleur de la tâche qu'on a. Et l'enjeu, ça va être à titre individuel, mais aussi à titre au niveau des gouvernements, des collectivités et au niveau des entreprises, des professionnels, de faire en sorte, de tout faire en sorte pour essayer de corriger un petit peu le tir et de réduire au maximum, notamment nos émissions de gaz à effet de serre, qui est un réel problème, comme vous le savez. Et donc on a assez peu de temps pour agir, et à mon sens, il faut qu'on agisse tous. Et c'est vraiment la question et l'enjeu, tous à notre niveau, autant d'un point de vue individuel que dans sa vie professionnelle aussi. Et en fait, la première idée reçue que je voudrais casser tout de suite, c'est que souvent, quand on parle du numérique, on a en tête que c'est du virtuel, et donc que on dématérialise beaucoup de choses, et donc finalement c'est plutôt bénéfique pour l'environnement. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que le numérique demande énormément de ressources, énormément de matériaux, de matériel pour fonctionner. Donc on a les terminaux, on a les infrastructures réseau, et on a tout ce qui est serveur, data center, etc. Et tout ça, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour être fabriqué et pour tourner. Et donc on a un réel problème au niveau notamment des émissions de gaz à effet de serre, puisque le numérique représente aujourd'hui, alors il y a plusieurs études, mais le chiffre qui fait consensus, c'est entre 3 et 4%, donc 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui peut paraître pas tant que ça, mais c'est quand même quasiment autant qu'un pays comme l'Inde, et déjà plus que tout le secteur de l'aviation, qui est pourtant déjà beaucoup décrié. Donc voilà, on a quand même un réel problème, et surtout, le problème principal, c'est pas là où on en est aujourd'hui, c'est la tendance. Et finalement, le secteur du numérique, c'est encore aujourd'hui un des rares secteurs qui est encore en croissance vraiment quasi exponentielle en termes d'impact sur les ressources et en termes de besoin d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Puisqu'on vise, certaines études prévoient que à l'horizon 2025, on serait genre à 8% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est quasiment autant que tout le trafic automobile aujourd'hui. Donc ça pose vraiment question sur la façon dont on construit nos services numériques et les pratiques qu'on a pu récupérer ou appliquer sans trop se poser de questions sur tous ces impacts-là. Et voilà, et du coup, alors au-delà même des émissions de gaz à effet de serre, quand même, c'est aussi une question
de ressources, puisque pour produire ne serait-ce qu'un ordinateur qui fait 2 kg, il faut à peu près 800 kg de ressources, de matériaux, de terres rares, ce qu'on appelle des terres rares, de plastique, de gaz fossile, enfin d'énergie fossile, pardon, et aussi beaucoup d'eau. Donc tout ça, ça impacte vraiment très fortement l'environnement et ça crée de la rareté sur certains éléments qui, du coup, à terme, pourraient potentiellement créer des conflits ou des problèmes économiques, sociaux et beaucoup plus graves que ça. Donc voilà, c'est un peu de manière collective qu'on doit aujourd'hui, je pense, se poser la question de comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plutôt plein de choses à faire, en fait, et qui sont plutôt accessibles à tout le monde quand on travaille dans la tech. Ça va demander plus ou moins d'efforts, et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. Mais voilà, on a la chance, je pense, quand on travaille dans la tech, d'avoir les mains directement sur le produit, et donc de pouvoir agir concrètement, directement, tous les jours, à travers tous les choix qu'on peut faire au quotidien. Donc voilà pour cette grande introduction globale. Merci beaucoup. L'idée, c'est voilà, de poser un peu le cadre. Super, cadre je vais me décaler par là. Je vais reprendre la main et je vais inviter Thomas à venir se mettre là. En fait, l'idée, c'est que là, on a posé le contexte, on comprend effectivement qu'il y a un vrai enjeu sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et là, l'idée, c'était d'aller un petit peu sur le terrain et de voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour les entrepreneurs aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en place? Et c'est pour ça qu'on va faire un petit échange du coup avec Thomas. Donc je vais te poser des petites questions. Tu peux t'asseoir. Ouais, Est-ce que vous voyez si on s'assoit ou pas? En fait, c'était non, mais je suis bien debout aussi pour parler. On peut être debout, mais ça me va très très bien. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Thomas. Je ne suis pas climato-sceptique. Tout à l'heure, on a l'impression que c'était un peu ça. Moi, en gros, je suis développeur à la base. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne savais pas trop quand lever la main aussi, quand on produit ou pas. Ça fait plusieurs années que je suis développeur. J'ai toujours travaillé en agence. J'ai maintenant monté mon agence. En parallèle de ça, je suis prof aussi depuis 3 ans. Intervenant plutôt que prof du coup, parce que c'est de temps en temps, dans une école qui s'appelle l'ESGI, qui est une école d'informatique de Bac+1, Bac+5. Donc j'ai l'habitude, on va dire, d'essayer de former les nouveaux développeurs à ces métiers-là, d'essayer de former mes clients à ces notions-là. Mais le problème, c'est que c'est toujours un peu la même chose. Et voilà, je ne suis pas sceptique du tout sur le fait de faire quelque chose pour le climat. Je suis très sceptique quant au fait de les mettre vraiment en pratique, passer ce genre de discussion. Mais c'est le but de la discussion aujourd'hui. C'est challengeant en tous les cas. Qu'est-ce que c'est pour toi la Green Tech? Comment ça se matérialise? Alors la Green Tech, du coup, moi je vois ça comme l'ensemble, ça a été bien expliqué, mais comme l'ensemble des bonnes pratiques en fait quand vous développez un logiciel. Je sais pas pour ceux qui ne savent pas, mais en gros, il y a plein de bonnes pratiques pour essayer de réduire son impact environnemental. Ce qui coûte le plus souvent, ça va être les appels réseau, ça va être à quel point votre site ou votre application mobile, donc moi je suis vraiment plus orienté mobile en plus, va avoir, on va dire, de la consommation sur le réseau internet, parce que plus tu vas consommer, plus évidemment ça va utiliser l'électricité, des serveurs, etc. Et donc souvent, toutes ces techniques-là, elles sont quand même plus ou moins connues et on essaye de plus ou moins les apprendre en tant que développeur. Donc on va essayer de réduire la taille de son logiciel, on va essayer de réduire les images. Ah, vous avez 1 milliard d'images sur votre site, on va essayer de les optimiser. Soit garder le même nombre d'images mais optimiser la taille, soit en faire moins. Votre site, votre application mobile, en théorie, elle n'est pas censée récupérer autant d'informations que le site web, parce que par définition, c'est un plus petit écran. Mais le problème, c'est qu'au-delà du fait que parfois il faut... on va dire, faire un effort sur les fonctionnalités, donc enlever des images, etc. Ou alors faire un effort sur le développement. Et donc là, c'est, tiens, il faut optimiser notre développement pour qu'il soit plus écologique. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut payer des développeurs pour qu'il y ait du temps qui soit mis là-dessus. Et souvent, c'est là que ça cloche. Ça bloque. Là, je fais appel à toi, donc en tant que, qui a son agence, donc il y a des clients. Tu vas donc développer des applications pour tes clients. Est-ce que c'est un sujet dont on entend parler? Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un ou plusieurs clients à toi viennent te parler de ça, te dire, est-ce que tu connais, je sais pas, l'éco-conception ou ce genre de thématique-là? Alors, moi je suis assez transparent dans la façon de parler à chaque fois. Honnêtement, absolument jamais. Okay. Après, je représente aussi, on va dire, un certain type d'entreprise. Les agences, c'est vraiment quelque chose de particulier. En règle générale, quand on parle de produits, on est déjà sur des entreprises qui ont, on va dire, les moyens d'appeler ça comme ça, c'est-à-dire de créer vraiment une équipe produit orientée, etc.
moi, j'ai l'habitude de travailler avec des startups plus ou moins grandes, même voire des entreprises un peu plus importantes, mais disons qui font vraiment faire leur partie technique par une agence, par des développeurs freelance et pas en interne. Et dans ces cas-là, souvent, ce genre de discussion, ce genre de sujet, c'est absolument pas la priorité. Je le mets souvent au même titre que les bonnes pratiques logicielles. Donc ça, bon, ça parle surtout aux développeurs. Il y a plein de bonnes pratiques pour rendre votre logiciel plus maintenable sur le long terme, etc. Tout le monde est absolument d'accord pour dire que c'est excellent et que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est comme l'éco-conception, c'est comme la RGPD aussi, parce que la RGPD c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est ce genre de discussions malheureusement qui ont toujours leur place sur les discussions LinkedIn, qui ont toujours leur place sur les discussions comme celles qu'on a aujourd'hui, et qui sont importantes, hein, ces discussions-là sont capitales justement, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que souvent moi j'ai jamais vu aller plus loin. J'ai jamais vu un client qui m'a demandé de faire attention à ça, etc. Et voire même pire, et on en parlera je pense dans la question d'après, mais quand on essaye de leur faire mettre en place ce genre de choses, il y a le discours qui est tenu auprès des utilisateurs finaux, il y a le discours qui est tenu auprès des prestataires. Bah, très bien, tu fais la transition, je te remercie. C'est quoi, à ton sens, le pain point? Enfin, pourquoi? Est-ce que c'est parce que finalement ils ne sont pas au courant de ce qui est possible de faire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une idée fausse? Est-ce qu'ils n'ont pas en tête l'importance que ça peut avoir? À ton sens, comment ça s'explique ce fait-là? Bah, je pense que c'est quand on crée une boîte, c'est toujours la phrase un peu bateau du le logiciel le plus écologique qui existe, c'est le logiciel qui n'existe pas. Parce que de toute manière, on va polluer, de toute manière, on va mettre notre pierre à l'édifice à ce système. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, créer une boîte, créer une start-up, c'est rentrer dans un modèle économique. Alors, c'est pas du tout un débat sur le capitalisme ou quoi que ce soit. Mais disons qu'en tout cas, l'objectif, en règle générale, c'est d'aller vite, c'est de faire un MVP. Le principe même du MVP, ça va être de réduire les fonctionnalités pour le minimum value product, faire un produit qui a le minimum de fonctionnalités qui apporte le plus de valeur. Le truc, c'est que ces sujets-là, qui sont l'éco-conception, le RGPD, les bonnes pratiques, ça n'apporte pas de valeur pour les utilisateurs finaux, la plupart du temps, à moins d'avoir un produit qui lui-même est éco-responsable, et dans ces cas-là, ça apporte de l'image, etc. Et donc, la plupart du temps, c'est des sujets que les gens peuvent entendre, mais quand vous allez leur dire, pour faire, par exemple, pour optimiser l'API, pour qu'elle soit optimisée à la fois pour le mobile et à la fois pour le web, ce qui est une démarche importante en éco-responsabilité, pour éviter de tirer trop d'informations sur le mobile, il va nous falloir 2 jours de travail de plus, parce qu'il va falloir optimiser ça, etc. Sauf que 2 jours, ça se retrouve dans la facture, ça se retrouve dans les délais pour les fonctionnalités, et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et au final, le choix, il est souvent de dire, c'est très bien ton idée, on la garde pour plus tard, mais en attendant, on fait comme on a dit. Et puis, quand on aura du temps, on fera mieux. Et là, on rentre dans le fameux, mais bon, c'est tout notre métier, hein. On rentre dans ce fameux truc du quand on aura du temps, sauf qu'on n'a jamais du temps, parce que le jour où ça a fonctionné, il faut aller encore plus vite, puisqu'il faut faire d'autres fonctionnalités. Et donc, en fait, en règle générale, le gros problème, c'est pas le fait de vouloir ou pas le faire, c'est d'arriver à allier le côté il faut aller vite de la start-up, il faut faire des fonctionnalités, il faut se démarquer de la concurrence, etc. Mais essayer de le faire de manière un peu green. Je pense que de toute manière, si vous avez une équipe de développeurs qui est en interne, déjà ça change énormément de choses, parce que ça signifie que vous avez du temps, en règle générale plus de temps, parce que vous n'êtes pas à payer à la journée une agence ou des développeurs freelance. Donc déjà ça change énormément de choses. Et donc ensuite, c'est chacun d'avoir un peu cette conscience-là et de faire des petits efforts par petits efforts. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en tant qu'agence ou de prestataire, quand je fais du freelance, même à titre personnel, c'est souvent compliqué de mettre dans la balance l'éco-responsabilité et le coût et le temps que ça va prendre. Et du coup, est-ce que tu penses que ce serait plus adapté à des grosses structures qui vont avoir plus de temps, plus de budget? Est-ce que ça pourrait être une explication ou c'est plus global en fait? Est-ce que l'échelle de Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça changera, et je ne veux pas paraître pour le sceptique, etc. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi les grosses entreprises le font? C'est pour l'image. Je pense que 99% des entreprises qui le font, aujourd'hui, elles le font parce qu'elles veulent mettre un post sympa sur LinkedIn qui dit « je fais attention à l'éco-conception de mon logiciel, etc. » Il y a évidemment, et heureusement, je pense, du bon sens derrière où ils en ont quand même envie, mais je veux dire que s'ils n'arrivent pas à le valoriser en termes d'image, ça ne les intéresse pas. L'intérêt, c'est de le valoriser ensuite, et donc en plus, on fait quelque chose de bien, mais en plus, on arrive à le valoriser, et donc les clients sont contents. Donc je pense que les grands groupes, ils ont du temps à accorder, ils ont du budget à accorder à ce genre de sujet, et ils ont tout à fait raison de le faire, parce que non seulement c'est bien pour la planète, mais en plus c'est bien pour leur image. Oui. Les petites startups, le problème, c'est d'arriver à avoir un budget, et donc du temps à allouer à ce sujet-là, sans pour autant que ça apporte forcément une bonne image, ou en tout cas, on essaye souvent de se dire, bon, c'est sympa la bonne image, mais c'est sympa aussi d'avoir une app qui marche à telle date.
Et donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je pense que les grands groupes, ils ont beaucoup moins de problèmes à faire ça, parce qu'encore une fois, tout est internalisé. L'internalisation déjà, ça change énormément de choses dans la manière de concevoir un logiciel. Et une fois que c'est internalisé, ils ont surtout plus de temps. Ils ont des équipes de dev qui, bon, parfois, qui foutent plus ou moins. Enfin, c'est compliqué de gérer plein de devs dans une grande boîte. Et souvent, quand vous entendez les devs qui sortent de ces boîtes-là, oui, on a du temps de s'atteler à ce genre de choses. Ce qui est très bien, parce qu'ils pourraient aussi ne rien faire. Donc je ne dis pas que c'est très bien de faire ça. Mais c'est pour ça que c'est plus compliqué pour les petites boîtes, je pense. C'est cette notion de il faut aller vite, il faut créer de la valeur vite. Et là, on parle de conception logicielle, mais c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, il faut créer de la valeur vite, ok, mais c'est souvent au détriment de bonnes pratiques, d'écologie, etc. Très bien. Donc, si je résume, pour toi, effectivement, il y a quand même un problème de connaissance aussi un petit peu global, mais c'est aussi sur ce... Bon, c'est une question de structure, parce qu'une start-up, effectivement, ça doit aller très très vite. Ils n'ont pas forcément les ressources, en tous les cas, ça ne rentre pas dans le backlog en priorité. Et il y a cette notion d'image un petit peu qui pourrait être apparentée un peu à du greenwashing et de se dire bon voilà, les gros groupes aussi aiment bien valoriser cette image qu'on ne retrouve pas. Ouais, je pense que le secret c'est les discussions comme ça, c'est-à-dire c'est pas de se dire demain on va faire on va faire un logiciel éco-responsable, etc. Parce que c'est pas vraiment, ça n'arrivera jamais. Mais par contre, ces discussions-là, elles sont importantes parce que même en tant que développeur, moi, ce que j'essaye petit à petit de faire comprendre aux jeunes que je suis à l'école, c'est de se dire que c'est les bonnes pratiques de dev. Parfois, il y a votre client qui va vous dire non, on ne le fait pas, puis le développeur, il le fait quand même. Parce que le développeur, il sait que c'est important. Et qu'en fait, il dit ok, t'inquiète, je le fais pas. Il prend sur lui, il le fait parce qu'il sait que son lui-même dans 2 ans sera bien content qu'il faudra maintenir le logiciel. C'est un peu pareil, ce que j'essaye de dire à mes élèves, moi, c'est de dire faites-le, faites des choses qui sont un peu plus optimisées écologiques, limite n'en parlez pas aux clients, voilà, prenez un peu plus de temps, faites-le pour vous, etc. Et puis après, vous lui ferez comprendre que c'est bien. Et inversement, quand on fait du produit, pour moi, c'est y aller petite touche par petite touche peut-être. Jamais, ça me paraît difficile de dire ça va être la roadmap de faire ça. Par contre, petite touche par petite touche, on peut avoir des petits impacts. Puis si on voit que ça prend pas trop de temps et que c'est pas si grave que ça de penser à ça, ça peut jouer. Très bien. Merci beaucoup pour Merci ton beaucoup. expérience. Enfin, pour nous avoir échangé ça. Effectivement, là, on voit bien qu'il y a une problématique qui est assez pesante. Je ne sais pas si vous, dans vos expériences, vous avez déjà voulu aussi entreprendre et vous êtes resté un petit peu bloqué aussi sur le fait que... Mais par rapport aussi au mindset de l'entreprise, ça change aussi beaucoup de choses. Je pense qu'on va aussi en parler avec Alexandre. Là, ce que je vous propose, après avoir posé un petit peu la problématique, terrain, qu'est-ce qui se passe, comment on peut y répondre, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Et là, du coup, j'appelle Alexandre qui va, j'espère, te faire un petit peu changer d'avis, t'apporter les clés, du coup, pour avancer un petit peu. Donc Alexandre, si tu veux qu'on reste ici ou qu'on se lève. Ouais. C'est chaise musicale. Moi, je voulais savoir, on a eu la définition de Thomas sur la Green Tech, tu nous en as parlé un petit peu, par rapport à ce qu'il a dit, comment est-ce que ça pourrait se matérialiser en start-up, quelles seraient déjà les petites choses qu'on pourrait mettre en place de manière un peu globale, quoi. Déjà, effectivement, je voudrais réagir un petit peu par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que clairement, oui, c'est un enjeu qui n'est pas toujours connu. Enfin, je pense qu'il y a déjà, je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, c'est qu'il y a un manque de sensibilité et de connaissance sur le sujet et de connaissance des impacts négatifs. Et ça, pour moi, déjà le fait de commencer à en parler quand on est une agence, quand on va voir un client, de dire est-ce que vous êtes au courant de ça, ça participe à la sensibilisation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter de peut-être de mettre en place ou de faire des efforts entre guillemets pour mettre ça en place. Mais déjà, je pense que ça participe un peu à cette sensibilisation, encore une fois, et à diffuser un petit peu ces questions-là qui sont, à mon sens, importantes et qui vont devenir de plus en plus. Après, quand on travaille dans une start-up, c'est sûr, et moi, en tant que freelance aussi, j'ai été confronté à ça, effectivement, où, pareil, je parlais de ce sujet-là aux personnes avec qui je travaillais, qui n'étaient pas du tout sensibilisées à la question, et oui, j'ai proposé, j'ai dit, voilà, ce serait bien de mettre en place quelques bonnes pratiques pour faire ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas spécialement de répondants, pas systématiquement, du coup j'ai pas insisté non plus. C'est rien de vouloir vraiment absolument forcer et d'imposer quelque chose. Voilà, on a essayé, ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, et peut-être que le sujet reviendra potentiellement un peu plus tard, effectivement. Et je rejoins aussi pareil ce que tu disais sur, on peut aussi faire des choses sans le dire.
Et pour moi, c'est là où il y a des enjeux quand même qui sont très accessibles. C'est que ça ne demande pas forcément un investissement supplémentaire en fait, de faire des optimisations. C'est des bonnes pratiques de code, c'est des bonnes manières de coder, de designer, de concevoir un produit. Et déjà, quand on fait bien son boulot en fait, de product manager, quand on fait bien le boulot de discovery, quand on identifie bien les besoins, qu'on est sûr que ce sur quoi on va travailler va vraiment avoir de la valeur, déjà, ça résout une bonne partie du problème qui est d'éviter du déchet et de faire des choses pour rien. Oui, ce qu'il disait, le bon produit, enfin le produit le plus écologique, c'est celui qu'on ne crée pas. C'est celui qu'on ne crée pas. Faire des choix dans ce qu'on développe ou pas. Exactement. Et c'est effectivement bateau de dire ça, mais en même temps, c'est la réalité. Ouais. Et il y avait une vieille étude, mais je ne sais même pas d'où elle sort, mais je la trouve quand même intéressante, et souvent on en parle quand on parle de ça, c'est de dire que voilà, il y a 70% des fonctionnalités développées qui ne seraient pas utilisées ou très peu utilisées. Ce qui veut dire que c'est quand même un gâchis monstre en termes de temps, en termes d'argent, de ressources, et du coup en termes de place sur les serveurs et de données qui circulent pour rien. Et en fait, ça, la réponse, c'est déjà de bien faire son travail de discovery, de bien identifier les besoins et de bien répondre directement. Et ça, c'est déjà un premier point. Et après, quand on est en start-up, c'est vrai qu'on est très souvent, ça rejoint un peu ça aussi, c'est qu'on est pris par le temps. Il ne faut pas qu'on perde de temps, il ne faut pas qu'on se disperse, et donc il faut aller à l'essentiel. Et ça joue quand même, malgré tout, à faire ça. La logique de MVP, ça rentre quand même dans cette logique de se concentrer sur l'essentiel, et donc ça ne génère pas de surdéchets numériques pour rien. Voilà. Et après, c'est effectivement toutes les bonnes pratiques. Du design, de faire attention aux images, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire vraiment tous les jours, et ça ne demande pas d'effort vraiment surhumain, supplémentaire, c'est juste une question de réflexe à avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait, si là on avait un ou deux éléments à mettre en place, vraiment super simples aujourd'hui, que tu pourrais transmettre à l'Assemblée? Est-ce que tu as deux exemples comme ça qu'on pourrait tous mettre en place dans nos sociétés, dans nos entreprises? Ouais. Déjà, ce serait déjà de mesurer, d'identifier un peu là où on en est. Il y a des outils qui existent, type EcoIndex, où vous installez une extension sur Chrome, ça vous permet d'avoir une sorte de score et de voir un peu où vous vous situez sur un parcours ou sur une page donnée. Donc déjà, ça permet un peu de savoir où on en est et potentiellement d'identifier des choses très très simples, très accessibles. On voit tout de suite si notre page elle est lourde ou pas, s'il y a trop de requêtes ou pas, et ça peut se travailler derrière. Donc déjà, au moins de commencer à mesurer, d'identifier, de diagnostiquer un peu son produit, c'est à la portée de tout le monde avec des petits outils comme ça. On pourra vous donner des ressources si vous voulez, il y en a plein. Mais ça permet déjà de savoir où on en est et potentiellement de savoir sur quoi mettre l'accent après derrière assez facilement. Ensuite, je pourrais dire, alors du coup on a déjà parlé effectivement de la logique de faire attention aux fonctionnalités, l'en faire en moins possible, et ça je pense que de manière générale c'est toujours une bonne pratique aussi de mettre moins d'images, vraiment d'avoir une logique, une approche, moi, j'aime bien ce terme-là, mais less is more, et vraiment j'y crois, c'est-à-dire d'avoir une approche plus minimaliste en termes de contenu, mais de s'assurer que les contenus sont les plus pertinents possibles, de ne pas démultiplier les images, de ne pas mettre de vidéos si on n'en a pas vraiment besoin, parce que ça c'est pareil, c'est des trucs, c'est un peu des réflexes ou des templates, des usages qu'on voit partout sur d'autres sites. On reproduit un peu sans se poser la question, mais est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? Est-ce que tu as des exemples qui te viennent sur... je sais qu'on avait parlé d'un site internet la dernière fois, tu sais, où ils avaient vraiment réduit un site de textile. Ils avaient réduit, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Sachez que grâce à Rachida, vous allez avoir une note de synthèse sur tout ce qui sera dit et vous aurez tous les liens. Mais je trouve que c'est un superbe exemple parce qu'effectivement, ils ont testé... alors effectivement, c'est le site Organic Basics, qui est une marque de vêtements déjà plutôt engagée, donc avec des matériaux plus durables, du coton bio, etc. Qui ont une logique d'éco-conception sur les produits en eux-mêmes déjà. Et ils avaient un site très classique avec plein d'images, très lourd, etc. Et ils ont décidé de faire une version justement avec des principes d'éco-conception assez poussés, pour le coup peut-être même un peu trop, parce qu'en fait ils n'avaient même pas de visuel sur les produits qu'ils vendaient. Ou en tout cas, il faut cliquer sur l'illustration pour voir la photo réelle du produit. Et en fait, ils ont mis en place toute une démarche pour vraiment réduire au maximum le poids des pages, le nombre de requêtes, et l'usage global, vraiment se concentrer sur le strict minimum.
Et donc c'est un cas d'école assez intéressant qui revient assez souvent parce que déjà il n'y en a pas des milliers, et en plus parce qu'il est vraiment emblématique et qu'ils expliquent bien aussi leur démarche. Donc quand on arrive sur leur site, sur la version éco-conçue, on ne voit même pas de produit en fait, on voit juste leur démarche et ce qu'ils ont fait pour justement réduire au maximum et avoir cette logique d'éco-conception au maximum sur leurs produits. Donc ça c'est un très bon exemple, très extrême parce que clairement il y a plein de choses qui montrent que du coup en termes de taux de conversion, a priori ils ont fait des études, ils ont un peu perdu par rapport au site classique, mais je trouve ça intéressant parce que c'était un peu un prototype, enfin, voilà, un cas d'école, ils ont pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et ensuite réintégrer progressivement dans leur site, leur vrai site, les bonnes pratiques qui marchaient bien pour eux. Comment, quels arguments, si moi demain je veux commencer à parler d'éco-conception dans mon entreprise, comment est-ce que je peux sensibiliser mes collègues, mon patron, comment je fais pour valoriser ce discours-là avec quelques arguments qui pourraient m'aider en tout cas à en parler. Déjà en parler, c'est déjà bien. Oui. En fait. Déjà poser la question, aborder le sujet, ça permet de créer le débat et peut-être aussi de voir si on a des relais en interne. On peut peut-être déjà avoir des gens qui sont intéressés par la question, mais qui n'en ont jamais vraiment parlé, qui ne savent pas trop quoi faire. Et du coup, voilà, ça peut leur permettre de trouver des gens à qui on va pouvoir échanger et potentiellement de lancer une dynamique pour mettre en place des choses. Donc ça, déjà, le premier truc, c'est juste d'en parler à son équipe directe, dans des rituels d'équipe, pourquoi pas, et potentiellement à sa direction aussi, pour voir si... parce que des fois, ça vient même du top management qui veut mettre en place une logique comme ça. Alors ça, c'est royal, parce que du coup, là, pas trop besoin d'argumenter, ça vient tout seul et c'est parfait. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui change pas mal et qui arrive de plus en plus. C'est vrai que pas trop dans les plus petites structures, effectivement, mais c'est vrai que quand on monte dans des boîtes effectivement, qui sont déjà un peu plus staffées, plus structurées, là, on arrive à avoir potentiellement des dynamiques qui se montent vraiment et qui sont vraiment très intéressantes et qui vont au-delà juste de la communication. Après, si on a abordé, si on a parlé du sujet et qu'on voit qu'il n'y a pas spécialement de retour comme ça, on peut quand même essayer de mettre en place des logiques de sensibilisation, malgré tout. Essayer quand même de trouver des gens qui sont intéressés et peut-être de monter... ça peut être par exemple des événements, je pense à la fresque du numérique, qui sont des choses très intéressantes, ou c'est des ateliers participatifs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la logique de fresque du climat ou fresque du numérique. Non. Je pense que... Ok. En fait, c'est des ateliers, là-bas, c'est la fresque du climat qui a été créée. C'est un atelier collaboratif qui se fait en groupe, sur la base de petites cartes qu'il faut remettre un peu dans l'ordre pour essayer d'identifier un petit peu toute la chaîne de valeur et toutes les causes et les conséquences du réchauffement climatique et de l'impact que ça peut avoir. Et du coup, ensuite, il y a plein d'autres petites déclinaisons qui se sont faites, et notamment sur le numérique, où là, c'est de comprendre justement, on a des animateurs dans la salle, du coup, c'est vraiment identifier, encore une fois, quels sont les impacts négatifs du numérique sur l'environnement, sur l'humain. C'est un peu ce que je vous présentais en 2 secondes au début, mais de manière beaucoup plus détaillée, avec des chiffres et des choses, et on voit vraiment tous les liens de causalité, etc. C'est super intéressant, et ça se fait à plusieurs, et donc ça permet à la fois de sensibiliser sur ces questions-là, d'ouvrir un peu les chakras, et en même temps, c'est un peu du team building, ça permet d'échanger avec les gens sur le sujet, quoi. Donc ça peut être aussi une façon encore une fois, d'aller plus loin sur le sujet. Et même après, de manière générale, c'est soi-même, en tant que si on est product manager, product designer ou développeur, on peut aussi mettre en place des choses nous-mêmes, quoi. Si on est convaincu que c'est un intérêt, encore une fois, sans forcément l'imposer aux autres, sans trop en parler, mais on peut déjà mettre en place plein de choses, quoi. Super, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de Green Tech parce que c'était un sujet qui était important de parler, mais finalement, la Green Tech, c'est pas tout. C'est-à-dire que si on veut travailler dans une réflexion en termes d'éco-conception, mais également d'impact positif, ça peut être beaucoup plus large. C'est-à-dire, là je suis un petit peu déjà dans l'ouverture, on va dire, mais l'idée c'est de se dire qu'on peut aussi travailler à pas seulement se concentrer sur la Green Tech, mais qu'on peut aussi travailler un petit peu de manière plus large. Tu peux nous en dire quelques mots sur les autres éléments à impact positif comme l'inclusion, d'un principe un peu plus large.
Ouais, bah, effectivement, après, c'est vrai que souvent, quand on parle d'éco-conception, dans ces logiques-là, on associe aussi très souvent ça avec les logiques d'accessibilité, d'inclusion. Enfin, c'est vraiment, voilà, quand on parle de numérique responsable, au sens large, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas juste l'impact environnemental, c'est aussi faire attention à ce que vos produits soient les plus accessibles possibles aux personnes en situation de handicap, plus inclusifs en termes de représentation des minorités ou de l'égalité homme-femme, enfin, ce qui est d'ailleurs un sujet dans le monde de la tech encore aujourd'hui, avec une disparité de salaire importante entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a plein d'éléments, plein de sujets sur lesquels on peut agir. Après, il ne faut pas se démultiplier et se mettre encore plus la pression pour faire tout ça. C'est pour ça que nous, on a centré sur la Green Tech aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres. Si on est bloqué, l'idée c'est qu'on ressorte aussi avec des bonnes pratiques. Si on est bloqué aujourd'hui sur la Green Tech dans l'entreprise, rien ne nous empêche d'aller travailler aussi sur d'autres choses sur cet impact positif. Et juste peut-être pour revenir aussi sur les arguments qu'on peut utiliser, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément détaillé ça. Oui. Pour moi, il y a 3 arguments qui sont vraiment quand même souvent, qui vont dans le sens quand même de mettre en place une démarche plus responsable et notamment une logique d'éco-conception. C'est que si on fait bien les choses, on applique des bonnes pratiques, on fait en sorte que son produit soit plus simple, plus léger, plus rapide, donc ça participe à des bonnes performances sur son produit. Et donc ça participe à avoir un meilleur référencement SEO notamment. Donc ça c'est aussi, si on sort des problématiques purement environnementales de je fais ça pour être bien et pour la planète, ça peut aussi avoir des impacts concrets, réels et positifs sur le business, puisque on a un service qui est plus accessible, plus rapide, un meilleur référencement, donc potentiellement on peut toucher plus d'utilisateurs. Donc ça c'est quand même un argument qui est quand même assez fort. Le deuxième point, c'est que, alors, dans certains cas, la démarche peut aussi faire en sorte de réduire les coûts. Enfin, pour moi, c'est une logique aussi qui permet de réduire les coûts en termes de développement. C'est pas forcément, alors ça peut dans certains cas, en fonction de jusqu'où on veut aller, etc., demander un peu plus d'efforts sur du court terme, mais sur le long terme, à mon avis, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ce que tu disais tout à l'heure, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on applique et qui vont nous faciliter la vie plus tard, et donc il est bien de faire en tant que développeur, etc. Donc ça réduit les coûts en termes de maintenance, en termes de développement direct, puisqu'on se réduit quand même le périmètre fonctionnel normalement, et ça réduit aussi les coûts d'infrastructure, notamment si on est sur du cloud. Si on a moins besoin de serveurs, si on a moins de données, ça va prendre moins de place, donc on aura moins besoin de payer au final en Amazon ou en Google ou autre. Et troisième partie, je pense que c'est aussi un enjeu de motivation des équipes. Oui. De plus en plus, et je pense qu'on a un peu la preuve là, c'est un sujet qui interpelle, on a envie d'agir parce qu'individuellement déjà on est de plus en plus sensibilisé à la question, et c'est un enjeu de motivation de travailler sur ces questions-là. Donc d'un point de vue RH et marque employeur, ça peut être vraiment un atout aussi de lancer des dynamiques autour de ça. Et commencer finalement dans une start-up, c'est bien parce qu'en réalité, l'enjeu de la start-up, c'est aussi qu'elle grossisse. Donc en fait, finalement, commencer avec un socle qui est relativement sain, si je puis dire, c'est la meilleure manière de faire. Et il me semble, on en avait parlé, qu'en réalité, plus on va commencer jeune dans le projet, notre réflexion autour de cette éco-responsabilité, cette éco-conception, c'est top parce qu'effectivement, pour le faire évoluer dans l'avenir, on aura toute la base saine. Clairement. Après, oui, c'est effectivement, ça c'est le monde idéal, justement. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On va pas toujours dans les bonnes pratiques. On essaie souvent de faire au plus vite, du quick and dirty, parce qu'il faut sortir vite, etc. Ce qui peut très bien se comprendre. Et oui, dans l'idéal, c'est mieux de faire tout ça. Après, la réalité fait souvent que on ne le fait pas tout de suite. Maintenant, voilà, dans la mesure du possible, essayer quand même d'intégrer un maximum de ces bonnes pratiques. Ça pourra toujours servir plus tard, et ça sera toujours ça de prix pour plus tard. Après, il ne faut pas non plus s'imposer ça. L'autre sujet quand même, c'est qu'il faut aussi se déculpabiliser, entre guillemets. Si on a envie d'agir, mais qu'on n'a pas la possibilité de le faire maintenant tout de suite, c'est pas grave, quoi. C'est pas non plus le produit de la start-up dans laquelle vous bossez qui va changer, qui va résoudre le problème mondial au niveau de l'environnement. Je pense vraiment plus, et c'est en termes d'ouverture aussi, c'est se dire en termes de... Par contre, plus on va avoir d'initiatives individuelles, plus ça va se diffuser, plus le métier, le secteur va changer et va prendre ça en considération, et c'est là où on aura un vrai impact en fait. Mais il ne faut pas espérer non plus que du jour au lendemain, ça va être une transformation qui va prendre un petit peu de temps quand même, quoi. Trop bien, trop bien. Oui, bien sûr. Ah, je peux. Oui. Des questions après ou pas? Non, aucun problème. Non, Alexandre, je voudrais ton
avis sur... parce que je me souviens qu'en cours, tu nous avais parlé de... Et c'est ta première slide, en fait, la majorité de l'impact environnemental, c'est les terminaux. Ouais. Et du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que... enfin, c'est pas est-ce que, mais combien ça coûte et à quel point ça peut être impactant de maintenir des versions très anciennes, Android, Apple, sur tes OS, pour que les gens ne changent pas de téléphone pour pouvoir faire marcher ton application. Parce que je me souviens plus de la stat, mais tu vas peut-être me la ressortir, que les Français ont en moyenne 5 téléphones dans leur placard. Ah non, c'était au global le nombre d'appareils électroniques, numériques. Donc c'est des téléphones, des box, des consoles, des téléconnectés, des ordinateurs, tout ça. C'est en moyenne 15 par Français depuis 15 ans. Par Français. Après, il y a souvent justement des trucs qui dorment dans les tiroirs, des vieux téléphones qu'on garde, etc. Ouais, effectivement, ouais. Et ça, bah ouais, c'est... une grande consommatrice. C'est un peu c'est de faire vivre, et du coup peut-être que Thomas, toi tu peux rebondir aussi sur les coûts de dev. Est-ce que ça coûte de maintenir une version qui est très très vieille juste pour que les gens ne changent pas de téléphone pour avoir accès à ton app? Ouais, alors sans trop rentrer dans la technique, puisque en gros sur vos smartphones vous avez des systèmes d'exploitation Android ou iOS, et c'est eux qui ont les différentes fonctionnalités de ce qu'on appelle une API du téléphone pour pouvoir prendre une photo, pouvoir aller chercher dans les fichiers, etc. Et tout ça, c'est du code qui est écrit dans le système d'exploitation, et c'est du code que vous mettez à jour à chaque fois que vous mettez à jour votre téléphone. Ça signifie quoi? Ça signifie que si moi aujourd'hui, alors il y a aussi une petite variante avec si vous faites du cross-platform ou pas, mais là je vais rester sur du très simple. Si vous faites des applications natives Android et iOS, le développeur, il va dire, par exemple, il va écrire du code pour prendre une photo. Sauf que le code pour prendre une photo, il est différent sur les nouvelles versions d'Android, par exemple, par rapport au code qui existait il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation il a évolué, ça c'est bien, il est devenu a priori un peu plus sécure, un peu plus... Avant on pouvait prendre une photo sans vous demander votre avis. Maintenant si vous avez un Android ou un iOS, on vous demande l'autorisation. C'est tout un tas de trucs qui évoluent à chaque fois que vous mettez à jour votre téléphone. Ça signifie quoi? Ça signifie que le développeur, il y a souvent une règle quand vous développez une appli mobile, c'est de savoir quel est le minimum SDK, c'est-à-dire la version minimale que vous acceptez. En dessous de cette version-là, les téléphones ne pourront même pas télécharger l'appli sur le store. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez dit aux utilisateurs non, mon application n'est pas accessible pour toi. Et souvent, il y a des versions qui sont assez connues, c'est des versions qui ont un peu, on va dire, fait une révolution dans le monde du mobile. Typiquement, dans l'Android, c'est quand il y a eu les permissions qui sont arrivées. Du jour au lendemain, on a dû demander la permission pour aller dans les fichiers, aller sur l'appareil photo. Ça, en tant qu'utilisateur, on est tous très contents que ça existe. La petite notif qui dit voilà, exactement. aller accéder. En tant qu'utilisateur, on est très content. En tant que développeur ou que produit, c'est compliqué parce que ça demande de s'adapter à ce nouvel enjeu. Et au fur et à mesure, si on devait prendre en compte toutes les versions qui ont existé, ça veut dire que pour la même fonctionnalité, il y aurait peut-être X fois du code dupliqué, réécrit pour s'y adapter. Donc le mieux en termes d'éco-responsabilité, c'est évidemment de s'adapter au plus de versions possibles pour essayer de faire en sorte que les outils restent accessibles sur des devices un peu plus anciens. Ça permet aussi de s'assurer que le logiciel ne pompe pas trop de données, c'est-à-dire que les sites d'aujourd'hui, en 2022, vous les faites tourner sur les ordinateurs qu'on avait avant, ils ne tournent pas parce que les technologies sont beaucoup trop grosses par rapport aux sites, il y a beaucoup trop d'images, il y a beaucoup trop de trucs, on fait des vidéos en 4K aujourd'hui sur les sites, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. C'est tout un tas de trucs aussi qui permettent d'être sûr que votre site, s'il n'est pas adapté aux anciens devices, il y a peut-être un problème aussi au niveau des données. Mais en termes de maintenabilité du logiciel en lui-même, c'est une problématique parce que plus il y a de versions à maintenir, plus il y a du code dit un peu legacy, c'est-à-dire pour les anciennes versions, qu'il faut maintenir au fur et à mesure. L'idée toute bête, les boutons Android, vous avez quand vous appuyez un petit effet qu'on appelle l'effet Ripple, qui fait une petite vague là comme ça. Ce bouton-là, il est arrivé à la version, si je ne dis pas de bêtises, 21 d'Android, ou 16. Mais ça veut dire que toutes les versions d'avant, elles ne l'avaient pas. Et si vous voulez que votre téléphone mobile, votre application ait cet effet-là, pour les versions d'avant, il faut écrire un bout de code spécifique. C'est un exemple débile, mais c'est un exemple qui vous montre à quel point, pour maintenir sur plein de versions différentes, il va falloir utiliser du code différent.
Sauf si vous utilisez Flutter, ça c'est un autre sujet. Alors, ça dépend aussi des technos, mais en gros, ouais, c'est quand même une problématique de vouloir maintenir sur plein de versions différentes. C'est un effort. Parce que ça évolue à une telle vitesse que finalement, quand tu es en mode startup, tu commences à une version de tes OS sur Android ou Apple, une version. Il y a des versions, du coup, les développeurs savent qu'il y a des versions. Et derrière toi, tu es en mode startup, donc tu vas vite, tu veux faire quick and dirty, du coup, tu abandonnes des versions et du coup, tu sais que tu t'adresses plus à une certaine population. Ouais, du coup, vous avez des stats de. Google fait ça, des statistiques de répartition. Moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique. Je sais que l'Afrique, Ah ouais, ils sont au tout début des smartphones, mais il y a quand même un vrai travail. Et ces populations-là qui sont aujourd'hui encore à des smartphones qui sont comme le 3310, hein, qui ont à peine Internet sur leur téléphone, qui l'ont quand même, hein, mais version dégradée, parce que la data coûte très cher. C'est leur mode de vie. Ils n'ont pas de desktop, ils n'ont pas de téléconnecté, ils n'ont rien de tout ça. Ça représente une énorme majorité de la population dans le monde, hein. Afrique, Asie et tout ça. Ils sont très très connectés, mais avec des versions antérieures. Et cette population-là, demain, elle est amenée à changer de téléphone, et on parle de milliards de gens. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ça a un réel impact ou pas de rester sur des anciennes versions d'OS ou pas? Nous, dans mon ancienne agence, par exemple, on avait travaillé sur un média africain. C'était la première fois qu'on travaillait pour une appli spécifique pour l'Afrique. C'était un projet à part. C'était vraiment un projet à part. C'est-à-dire que d'ailleurs, souvent les développeurs, vous allez avoir plus de mal à les motiver, hein, parce que les développeurs, ils aiment bien travailler sur les nouvelles technologies. Donc vous leur dites, tu fais une application pour des téléphones qui existaient dans notre pays, dans notre société, il y a 10 ans. Ils vont dire, bah non, parce que moi je veux montrer à mon pote que je fais des applis super belles. Si je lui montre une appli un peu dégradée, etc. Oui, mais c'est vrai qu'il y a parfois des nécessités comme ça. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai projet, c'est-à-dire que c'est là qu'on se rappelle, ah oui, c'était comme ça sur les anciennes versions d'Android qu'il fallait faire, ou sur iOS, et puis là, du coup, il y a plein de fonctionnalités que vous n'avez pas non plus. Il faut aussi comprendre que les nouvelles fonctionnalités des téléphones viennent avec les systèmes d'exploitation. Donc, plus on a d'anciens téléphones, moins on a ces nouvelles fonctionnalités-là. C'est un coût, c'est un choix, c'est un effort à faire, et c'est comme tous les sujets, c'est bien de le faire. C'est vrai que souvent, il faut trouver une sorte de juste milieu. Effectivement. Moi, c'est quelque chose, pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Quand j'étais chez Viadeo, à l'époque où je travaillais sur les applications mobiles, effectivement, très régulièrement, on se posait la question de la couverture en termes d'OS, de version minimum qu'on couvrait. Et au bout d'un certain temps, on se disait, bon, voilà, il nous reste 5% de nos utilisateurs là-dessus. Si on décide de couper, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en termes de développement et de maintenabilité. Qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, je n'étais pas du tout sensibilisé à ça. Je dis, on s'en fout. Maintenant, je ne ferai pas le même choix, honnêtement, parce que je me poserai la question quand même, est-ce que ça permet vraiment d'aller plus rapidement? Qu'est-ce qu'on gagne concrètement par rapport à ce qu'on perd? Voilà, c'est des questions, des arbitrages concrètement. Je me permets de faire la transition, comme ça on aura le temps d'échanger un petit peu avec tout le monde. Astrid, je vais te laisser prendre la parole. Je vais te laisser déjà te présenter si tu veux bien. Et voilà, comme ça tu pourras poser des questions. Est-ce que tu veux te mettre là? Je vais te laisser la place. Je vais peut-être m'asseoir. Bonjour à tous, donc Astrid, moi je suis product manager au sein de Qualys depuis maintenant 6 mois environ. Donc Qualys, avec ce joli logo, donc c'est une insurtech B2B, donc c'est une assurance destinée aux flottes automobiles et qui a pour but de favoriser en fait la transition électrique des flottes automobiles, puisque sa philosophie en fait c'est de favoriser la conduite éco-responsable et les véhicules peu polluants. Donc déjà on a cet aspect green au sein même de notre produit. Et on s'est posé des questions. Déjà, merci pour les interventions. C'était très. On a plein de questions à se poser et je suis contente de voir que ça mobilise quand même du monde un mardi soir, ces sujets-là. Donc c'est quand même chouette. Donc au sein de Qualys, nous, effectivement, donc Qualys, c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui et on a 1 an tout juste.
Donc on est en train de développer notre produit et on se pose pas mal de questions et on essaie de mettre des choses en place. Alors comme on le voit, c'est pas toujours évident. On essaie de faire des choses, même si ça paraît petit comme ça, mais c'est déjà important, je pense. Donc moi, il y a 3 points particuliers que je voulais aborder au sein de choses qu'on a mis en place au sein de Qualys. Le premier étant, déjà, ça fait sourire, mais ça me rassure, c'est que tu en as parlé, c'est la sensibilisation. En parler, c'est déjà bien. Et au sein de Qualys, on a des dojos hebdomadaires où on parle de sujets très sérieux comme des sujets très tech et des sujets moins sérieux mais qui passionnent tout autant. Et puis, au milieu de tout ça, on a eu un dojo sur la responsabilité numérique. Donc déjà, ça permet d'en parler, de soulever des questions. Et effectivement, parfois, les questions, c'est oui, mais c'est bien mignon, et maintenant qu'on l'a dit, on en fait quoi ? Mais ça permet d'en parler, et je trouve que rien que ça, c'est hyper bénéfique. En deuxième levier, il y a un levier, donc ça me rassure, c'est qu'on n'est pas tout à fait à côté de la plaque, puisque quand tu dis que c'est le matériel principalement qui représente le plus gros pourcentage de pollution, au sein de Qualys, on a tous les ans pour les employés, donc bon, c'était la première année, donc on va dire que c'est tous les ans, mais on a une somme qui est mise à disposition de l'employé pour s'acheter du matériel informatique, pour se doter de matériel. Et en fait, la philosophie, c'est si cet argent n'a pas été consommé, il est reversé avec une petite plus-value en plus. Donc en fait, c'est pour nous pousser à ne pas consommer trop et à ne consommer vraiment que si on a besoin et si on a vraiment besoin de matériel en plus, et ne pas aller acheter une tablette en plus ou une souris dernier cri, enfin je ne sais quoi, et qui ne serait finalement pas utile. Et la majorité des personnes préfèrent recevoir l'argent que finalement s'acheter la dernière version sauf pour quelques personnes vraiment à fond là-dedans, mais ça ne représente pas la majorité. Et puis ensuite, au sein du produit aussi, c'est ce dont tu as parlé, Alexandre. Au sein du produit, nous, on est en train de créer notre produit autant sur le front que sur le back. Et donc sur le front, nous, on a un parcours de souscription pour nos clients, donc un parcours de souscription d'assurance. Alors déjà que c'est pas super sexy un parcours de souscription d'assurance de flotte automobile, il faut s'en rendre compte. Et bien finalement, on se rend compte que la responsabilité numérique et notre produit, finalement, on a les mêmes intérêts et les mêmes. Enfin voilà, on a un point commun, c'est que on veut rendre le message clair, on veut faire la meilleure expérience utilisateur possible, et parfois, finalement, c'est en passer par la sobriété numérique parce que l'expérience utilisateur va être meilleure. Ce que tu disais, des temps de chargement moins longs, une information plus directement accessible, et puis aussi œuvrer dans cette question de responsabilité numérique. Donc on travaille là-dessus en ce moment même avec les devs, et c'est des questions qu'on se pose, et on essaie d'être attentif. On essaie toujours d'être attentif, voilà, dans nos tickets. À chaque fois, on se pose un petit peu la question, et on ne peut pas toujours y répondre par l'affirmative, mais on essaie de se poser cette question-là. Et puis, donc voilà, donc c'est ces 3 leviers principaux qu'on a mis en place au sein de Qualys. Et puis aussi, pour aller un petit peu plus loin, ceci étant dit, sur la responsabilité numérique, moi je le perçois en tout cas à titre, maintenant je me détache un petit peu juste de Qualys, mais à titre personnel, je le perçois vraiment en fait comme un comportement un peu de base et une hygiène qu'on doit tous adopter. Et on pourrait le mettre un petit peu en comparaison avec quand je sors d'une pièce, j'éteins la lumière, quand je me lave les dents, je ferme mon robinet, je fais du tri de mes poubelles. Enfin, c'est quelque chose en fait qu'on doit prendre un petit peu comme réflexe. Et donc c'est bien de le faire, mais je pense que c'est pas nécessaire parce que dans des métiers produits notamment, on a un impact assez fort, je pense, sur le produit qu'on développe. Et même si on n'est pas une green tech à proprement parler, c'est-à-dire que même si le but de notre business c'est pas la tech au service de la planète, je pense qu'on a quand même tous des leviers potentiels et qui ont un impact peut-être plus fort, peut-être plus visible, et je pense que et en plus c'est justement quelque chose de motivant pour les équipes. Par exemple, chez Qualys, on a mis on a 10% de discount en termes d'assurance sur des véhicules électriques. Et en fait, ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être assez réplicable facilement. On pourrait s'imaginer très bien que dans d'autres business, on ait des discounts sur des comportements qu'on trouve écologiquement responsables.
On pourrait imaginer que, par exemple, Spotify fasse un abonnement moins cher pour les personnes qui téléchargent leur musique plutôt que qui viennent les réécouter en streaming, en streaming, et on sait que c'est plus polluant. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de possibilités dans des secteurs finalement très, très différents, et on a un impact assez fort. Je rebondis juste là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un élément qu'on a oublié de citer et tu le dis très bien que pourquoi pas dans l'avenir on pourrait avoir des discounts si on a un comportement, etc. Du point de vue légal, est-ce que demain il est possible qu'on ait au même titre qu'un Nutri-Score, on ait un score sur ce qu'on dépense en termes d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a déjà des choses peut-être que tu es au courant aussi d'ailleurs, hein, c'est une question ouverte. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre? Oui, alors déjà, effectivement, il y a c'est un peu la même logique, là, ce que je disais tout à l'heure sur l'éco-index, donc c'est d'avoir une sorte de note qui va montrer un petit peu le niveau de performance en termes environnemental sur un site ou sur un produit, donc ça c'est déjà intéressant pour se mesurer. Après, il n'y a pas encore aujourd'hui une mesure unique qui fait référence partout. Enfin, il y a plusieurs outils qui existent, qui ont un peu leur méthode de calcul, et en plus c'est pas toujours simple en vrai à calculer, parce que ça dépend tellement de critères, où sont tes utilisateurs, où sont tes serveurs, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Effectivement, c'est quand même intéressant pour déjà mesurer, se situer. Et après, pour la deuxième question qui est, finalement, est-ce que la réglementation va aller vers ça? Je pense que oui, de plus en plus, et ça a déjà commencé, puisque déjà en France, il y a la loi qu'on appelle la loi Rennes, qui est passée fin d'année dernière, qui déjà met en place certaines obligations. Alors, pour l'instant, c'est plutôt pour les grandes boîtes et pour les boîtes du service public, toutes les boîtes d'État, de la même manière que l'accessibilité est obligatoire pour tous les services publics. Le RGPD, bien évidemment, ça c'est pour tout le monde. Là, il va y avoir maintenant des normes qui vont devoir être respectées sur l'éco-conception. Donc ça, c'est un premier pas. Et il y a de grandes chances que ça se diffuse de plus en plus et que ça prenne de l'ampleur. Et que peut-être d'ici quelques années, on n'a plus le choix que de devoir mettre en place certaines pratiques. Dans la publicité, il me semble un petit peu comme la loi E20, ils voulaient mettre en place le fait que si on vend des véhicules qui consomment énormément, on pourrait être un petit peu bloqué en termes de publicité. Il y a ce genre de choses en discussion. Il y a vraiment plein de choses. Après, il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées vraiment aux devices en eux-mêmes, aux terminaux en eux-mêmes, pas forcément sur les services numériques. Mais c'est vraiment sur le numérique au sens large qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais après, oui, même aujourd'hui, on a, chez les plus grosses boîtes, au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires, on a une obligation légale de faire son bilan carbone. Et donc, pour les entreprises de la tech, ça veut dire que mécaniquement, elles devront faire aussi mettre en place des choses sur leurs produits et sur leur infrastructure tech. Après, là, on parle vraiment des grosses boîtes. De là, ça descend sur toutes les startups, etc. Il y a un petit peu de temps. Mais ça montre quand même que ça bouge de ce côté-là. Et que pour moi, c'est quand même une tendance, de toute façon, qui va s'accélérer, puisque on est de plus en plus contraints. Tous les secteurs économiques sont contraints de plus en plus à faire des efforts. Je ne vois pas pourquoi le numérique n'en ferait pas. D'autant plus vu ce qu'on a vu. Et tu le disais très bien aussi, c'est vrai qu'on a pu voir ces dernières années un vrai engagement de la part des consommateurs et de la part des entreprises par rapport à tout ce qui est de la food. Enfin, on le voit aujourd'hui, on veut manger que bio, local, équitable, etc. Enfin, il s'est passé vraiment quelque chose au niveau de la food. Il s'est passé aussi un monde au niveau du textile, avec la dénonciation des fast fashion, avec maintenant on a envie de consommer mieux. Et c'est vrai, et c'est un peu une question ouverte aussi avec tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la tech, les initiatives dans ce sens-là restent relativement limitées. On y arrive, mais... Oui, ça reste relativement limité, mais effectivement, pour rebondir sur le bilan carbone des boîtes et des startups et sur le numérique, je pense qu'il faut aussi voir la balance et voir la plus-value aussi apportée par la tech développée par ces boîtes-là. Et tout à l'heure, tu disais, créer une boîte, c'est déjà polluer. Oui, mais après, ça dépend aussi quel est le but de cette boîte et qu'est-ce qui vient derrière. Je pense qu'il faut...
il ne faut pas non plus diaboliser le secteur et je pense qu'il y a plein de belles initiatives aujourd'hui là-dessus voilà, encore une fois, si on est tous là et je pense que parfois je reprends encore un exemple de Qualys parce que je parle de ce que je connais, mais on souhaite mettre à terme des trackers d'éco-conduite au sein des véhicules des personnes de nos assurés. Très intéressant. Et oui, mais c'est de la donnée finalement. On va quand même récupérer de la donnée, on va traiter de la donnée. Mais après, c'est pour en faire quoi? Derrière, c'est pour valoriser en fait l'éco-conduite, qu'il y ait un prix dégressif sur les personnes qui ont cette responsabilité-là, enfin qui ont cette responsabilité-là. Et derrière, en fait, donc c'est avoir une meilleure conduite et donc réduire l'effet négatif environnemental. Et aussi, on sait que les personnes qui ont une éco-conduite en général ont une conduite plus responsable, moins d'accidents, et donc derrière moins d'accidents, moins aussi de production de pièces de voitures. Enfin, il faut voir aussi l'effet boule de neige qu'il y a en utilisant ces données-là. Si on prend que ça, bien sûr qu'on peut faire le bilan du traitement de ces données-là, et il y a un bilan carbone derrière ça, mais après, c'est quoi l'effet derrière recherché, et je pense qu'il faut... Tu pourrais aussi punir, entre guillemets, comme le bonus-malus, tu pourrais aussi punir ceux qui sont moins éco-responsables. Alors, pour l'instant, on pourrait bien sûr. Pour l'instant, l'idée est de faire plutôt un prix dégressif pour ceux qui ont un bon profil. Si on les punit, je pense qu'ils iront juste voir ailleurs. Mais c'est une idée. Peut-être que ça serait bien en place. Non, mais d'une certaine manière, quand tu n'as pas de dégression de prix, c'est une punition. Ah oui, oui. Donc, c'est de toute façon une punition. Ça reste quand même un comportement où, je ne sais pas, quand tu as ton client, il a une flotte de 600 véhicules et qu'il en a 40% qui sont bons élèves et qui sont éco-responsables et 60% qui ne le sont pas, finalement, tu vas lui faire 10% sur les 40%, pas sur les 100%. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même, ça reste une punition. Donc c'est à la fois good practice parce que toi, tu es droite dans tes bottes et ça reste pour ton client aussi un vrai enjeu de sensibilisation que tu vas transmettre à travers la société avec laquelle tu es client. Finalement, il y a peut-être, tu vas toucher des milliers de personnes dans une flotte. Dans des films. Tu vas pouvoir sensibiliser aussi à ces actes-là et s'engager pour. Je suis pas sûre. On espère en tout cas, mais effectivement, c'est l'impact positif que je pense tous les produits qu'on développe peuvent avoir. Et je pense que dans plein de secteurs différents, on a des leviers possibles. Et on a des leviers en interne déjà de vraiment responsabilité numérique, qui est une hygiène qu'on doit adopter. Et en plus, aller plus loin dans la construction de nos produits. Ouais, c'est ça. Pour rebondir vraiment sur, peut-être pour synthétiser un peu tout ça, finalement, il y a, à mon sens, 3 niveaux un peu d'action comme ça. Il y a l'éco-conception où tu commences dès le début sur un nouveau projet, un nouveau produit, peut-être une nouvelle boîte, à vraiment concevoir ton produit dès le début et à vraiment intégrer les logiques d'impact environnemental. Ensuite, il y a l'optimisation, parce que ton produit est déjà là, il y a plein de manières de l'améliorer, de l'optimiser. Et après, pour moi, le niveau d'au-dessus, c'est ce que tu dis, c'est intégrer dans ton produit des fonctionnalités qui vont participer à soit orienter vers des comportements plus vertueux, entre guillemets, soit participer, encore une fois, à la sensibilisation même de tes utilisateurs. Donc, c'est à mon avis ces 3 niveaux-là qui sont intéressants. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que là, il nous reste quelques minutes pour discuter? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce qu'on a réussi un petit peu à vous convaincre? Bon, j'imagine que si vous êtes là, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Mais voilà, est-ce que vous avez une vision un peu plus claire de comment vous pourriez mettre en place des choses dans vos entreprises respectives? Oui. Est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de développer en tout cas une application de manière plus éco-responsable, qui permettent de mieux optimiser son code? Et quelle est la place de no-code là-dedans? Est-ce que ça produit plus de lignes de code et du coup c'est beaucoup moins éco-responsable? Très intéressant. Il y a des technos qui sont moins adaptés que d'autres à des contextes. Typiquement, vous faites un site vitrine, vous n'avez pas besoin de le faire dans certaines technos qui existent, qui vont venir de base
avec tout un paquet, enfin des frameworks qui vont venir avec un paquet de code qui existe pour faire plein de choses, etc., que vous n'allez jamais utiliser. Ça, c'est par définition, ça va vous créer des sites qui sont énormes, qui vont prendre du temps. Aujourd'hui, en 2022, il y a des sites vitrines qui mettent plus de temps à charger que des sites vitrines il y a 15 ans. C'est ahurissant. Et en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas, en termes de fonctionnalité, ils ne sont pas différents. C'est juste que les développeurs, là, c'est un très gros problème. Moi, c'est mon combat chez les devs de choisir ces technos en fonction du contexte, pas en fonction de la hype et de ce qu'on a envie de faire. C'est un gros problème, ça. Parce que on veut toujours faire les derniers frameworks à la mode, on veut toujours les derniers outils à la mode. Sauf que par définition, parfois, on n'en a pas besoin pour le contexte. Donc, c'est clair que vous avez parfois maintenant des frameworks. Alors, il y a une petite mode. Donc framework, c'est un ensemble d'outils pour les développeurs pour créer différentes choses. Vous avez des frameworks web, vous avez des frameworks mobiles. Et puis alors, maintenant, vous allez avoir un peu la mode des micro-frameworks. Ça, c'est un petit peu... il commence à y avoir un petit regard un peu éco-responsable où on va se dire justement plutôt que d'utiliser, je sais pas, vous avez un framework back qui est très connu qui s'appelle Symfony, vous avez déjà entendu parler. Symfony, c'est titanesque, c'est génial, ça permet de faire plein de choses, mais par exemple, si je fais un blog et que je le fais en Symfony, je suis en train de faire un truc qui n'est absolument pas écologiquement responsable. Parce que j'utilise une Ferrari pour aller chercher mon pain le matin. C'est exactement ça. C'est pas exactement ça, mais vous avez compris, j'essaye de trouver des images, quoi. En gros, il faut vraiment, et moi je sais que c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner à l'école, c'est pour essayer de changer un peu ces trucs-là et d'expliquer aux devs qu'au-delà de la hype, au-delà de la mode, parce que vraiment le monde du développement c'est un monde à part, hein. Vous avez des effets de mode incroyables, il y a des technos qui sont le JavaScript c'est une techno, tout le monde en a entendu parler. C'est extrêmement triste que tout le monde en a entendu parler parce que c'est extrêmement catastrophique pour plein de choses, mais c'est ce qu'il y a de plus facile à apprendre aux jeunes. Donc quand on fait un bootcamp, on devient développeur en 3 semaines, on leur fait faire ça. Ça permet de faire plein de choses, mais c'est des outils qui ne sont pas forcément adaptés. Et le no-code qu'il y a dedans, la place du no-code là-dedans, le no-code c'est génial pour faire plein de choses, mais c'est toujours pareil, c'est que plus vous allez abstraire quelque chose, le no-code c'est l'abstraction par excellence, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être développeur pour créer un site web, etc. Plus vous faites de l'abstraction, plus ça veut dire que vous cachez de la complexité à l'utilisateur final. Si je fais du Webflow et que je peux coder mon site sans faire de code, ça veut dire qu'il y a plein de code qui est généré pour moi, parce que ça m'aide à concevoir mon site web. Et sur lequel tu n'as pas de regard, parce que tu ne sais pas en fait. Et en plus, selon les outils, alors Webflow pour le coup c'est un outil où on a pas mal la main, mais selon les outils, vous avez plus ou moins de regard. Quand vous faites un Wix et que c'est vraiment du glisser-déposer, il faut comprendre que derrière, il y a plein de trucs qui sont mis en place. Il y a plein de code qui est forcément générique, parce que par définition, ils ne font pas ce logiciel pour vous, ils le font pour tout le monde. Et donc, tous ces trucs-là qui sont générifiés, par définition, quand un développeur va regarder le code qui est généré derrière, il va dire ah ouais, il y a souvent le réflexe. Alors, et c'est pas, je fais pas le développeur qui dit le no-code c'est pas bien parce que c'est génial le no-code. Mais souvent, pourquoi le réflexe du codeur c'est de dire super, il nous a pondu de la merde, mais parce qu'en fait le code qui est généré derrière, il est forcément générique. Et donc, c'est un sujet, c'est-à-dire que ce sera toujours à produit égal. Le no-code risque de vous apporter plus de code qui sert à rien, plus de code un peu générifié, et donc un produit en règle générale un peu plus lourd, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Je veux dire qu'effectivement, selon les contextes, il y a plein de technos qui sont plus ou moins intéressantes. Je sais pas si c'est... En micro, ouais, en micro-framework, pas faux. Comment ? Parce que pour le framework, vous avez mentionné Symfony. Ouais. Un autre exemple. Alors là, de nom exact de micro-framework, je risque de me tromper. Mais en gros, donc vous avez les frameworks Symfony, ça va permettre de faire tout. C'est-à-dire que vous allez permettre de faire une API en Symfony, vous allez permettre de pouvoir rendre du HTML, vous allez pouvoir aussi gérer toute votre base de données. Vous avez tout un ensemble d'outils qui viennent. Et si vous avez besoin de tous ces outils-là, c'est génial, parce que c'est une boîte à outils incroyable. Si vous n'avez pas besoin, parfois on peut se dire, tiens, j'utilise un gros truc pour pas grand-chose. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein, mais c'est en tout cas en termes d'écologie, parfois c'est compliqué. Et donc les micro-frameworks, c'est une nouvelle mode un peu, qui est plutôt intéressante pour le coup, c'est de dire, on va faire des micro-frameworks qui se spécifient dans quelque chose. Donc par exemple, vous voulez faire une API, il va y avoir un micro-framework d'API, ça dépend le langage, il y en a plein, il y en a en Python, il y en a en JavaScript, il y en a plein de langages. Et puis, si vous voulez une base de données, débrouillez-vous. C'est-à-dire, c'est une petite brique d'API, on va prendre un micro-framework pour gérer la relation avec la base de données à côté, et en fait on va venir mettre nous-mêmes nos briques, donc ça met un peu plus de temps à concevoir l'architecture du produit en règle générale,
Par contre, c'est nous qui le faisons. Donc on a la main sur les outils qu'on utilise, sur les technos qu'on utilise, on a la main sur, on essaye d'utiliser plein de petites briques plutôt qu'une énorme gigantesque, et au final, ça prend un peu plus de temps à la conception, mais déjà souvent les développeurs ils aiment bien, parce qu'on a la main sur tout, et donc c'est hyper stylé, parce qu'on fait plein de trucs nous-mêmes, etc. Et en plus de ça, sur le produit final, vous avez créé un peu avec tous ces micro-frameworks, vous avez créé votre petit framework à vous, et qui en règle générale va du coup peut-être être beaucoup plus responsable que les énormes qui existaient. Mais avec les problématiques qui vont avec aussi, qu'il faut maintenir le truc que vous avez créé. Donc vous avez créé toute une petite construction, quand vous allez recruter des développeurs, il faut qu'ils s'adaptent à cette construction-là. Alors que des développeurs qui s'adaptent à Symfony, vous en trouvez au coin de la rue, parce que par définition, c'est ce qui est utilisé par tout le monde. Donc il n'y a jamais de solution parfaite. C'est-à-dire que soit on va essayer de concevoir son propre framework, ses propres solutions, mais dans ces cas-là, ça va être plus problématique dans la formation des développeurs, dans le fait de faire venir des développeurs, leur dire « regarde, on fait ça, c'est cool ». Ou alors on utilise des trucs qui sont utilisés par tout le monde, et là on est sûr de recruter plein de développeurs doués, etc. Mais on a moins la main sur voilà, ça. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait l'idée c'est de s'adapter et en fait de travailler avec ce qu'on a besoin et pas plus, et ce que vous proposiez avec les chèques par rapport aux matériaux et ce genre de choses, c'est vraiment travailler avec ce qu'on a besoin et d'essayer d'être dans la précision, en fait c'est un peu ça la clé. Ouais, c'est hyper important. La clé de tout ça. Oui, alors moi j'ai une question. Non mais c'est toujours moi, je suis désolée, parce que le sujet m'intéresse. Là aujourd'hui, je vois, moi qui ai un enfant qui est adolescent, et je constate quand même qu'aujourd'hui, quand on est jeune, donc entre 35 et 40, on a une vraie... Finalement, l'écologie et le souci de l'environnement, c'est un sujet qui est aussi important que les filles ou les garçons quand on a 14 ans. Et c'est un vrai sujet, pour le coup. Et je me pose la question de, justement, cette nouvelle génération de développeurs, est-ce qu'ils ont des appétences? Est-ce que pour eux, c'est important d'aller dans des agences ou des boîtes qui font du dev éco-responsable? Est-ce que tu vas aller draguer, entre guillemets, cette jeune génération en leur disant, voilà, nous on développe, on fait éco-responsable, en termes de business et en termes de recrutement? Franchement, c'est un nice to have ou est-ce que c'est un must have? Ouais, c'est une super question parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, et c'est vrai que c'est un truc, les mentalités ont énormément changé. Moi j'étais à l'école il n'y a pas si longtemps finalement, j'y étais il y a 4 ans, ma dernière année, et là donc moi je donne cours à des bac plus 1 jusqu'à bac plus 5, les bac plus 1, bac plus 2 de maintenant, c'est impressionnant, c'est la première fois que, pourtant je ne suis pas vieux, mais c'est la première fois que je sens qu'il y a un décalage générationnel, c'est pas de ma génération, et je le sens vraiment sur tous les sujets. J'ai un de mes étudiants là qui est venu me voir, il m'a demandé si il se trompait, si il s'intéressait au sujet de rendre le web plus accessible pour les handicapés, etc. Et je lui ai dit, bah non, tu te trompes pas trop. Et il m'a dit, parce que ça m'intéresse vachement. Et en fait, ils sont hyper ouverts sur plein de sujets. Il y a plus de femmes, alors il n'y a jamais assez. Mais je veux dire, en règle générale, moi, c'est aussi pour ça que je devenais prof. C'est pas tant pour qu'il y ait plus de femmes, c'est pour qu'il y ait plus de profils différents. Parce que même chez les hommes, moi, je venais pas du tout d'informatique à la base. Et je veux dire, les profils, c'est tous les mêmes, que ce soit femme ou homme, c'est tous les mêmes. Et donc du coup, ça commence à changer énormément. Moi, je le vois avec les premières années de cette année, là, c'est ceux qui m'ont scotché, quoi, sur plein de sujets, sur les sujets de la sexualité, sur les sujets de l'écologie, sur les sujets... Et ils sont hyper ouverts, et en fait, c'est eux qui vont un peu... ils chamboulent pas mal de trucs dans l'école, parce que c'est une école, alors pour le coup, c'est une école un peu à l'ancienne, hein, c'est bac plus 5, c'est machin, donc c'est pas comme ici, il y a des trucs qui sont encore un peu à l'ancienne, et pourtant... Là, ces premières années, cette année, ils sont incroyables, quoi. Ils nous font des trucs dans les projets qui nous sortent, justement, il y a vachement ce thème-là. Donc ça, c'est super bon signe, parce que là où mes bac plus 4, bac plus 5, où je suis vraiment plus orienté développement mobile, là, j'essaye de forcer un peu le truc de dire non, choisis un peu mieux ta techno par rapport à ça. Les premières années, c'est eux, ça vient d'eux, en fait. Et ça, je pense que c'est un super... Est-ce qu'il y a des cours? Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a fait Ada School, c'est toi, ouais? Et c'est vous deux, pardon. Est-ce qu'à Ada School, par exemple, il y a des cours d'éco-conception? Est-ce qu'on vous sensibilise à ça? Est-ce que peut-être d'autres ont fait des formations où on a cette sensibilité-là?
Alors non, justement c'était ma question. Du coup, en tant qu'apprenante, qu'est-ce que nous on peut... Enfin là on est au début de notre formation et du coup comment on peut intégrer ces démarches d'éco-conception dans notre formation dès le départ. Parce que là on découvre les langages, mais on n'a pas du coup trop... Enfin on n'a pas un niveau très très élevé, on a tous des niveaux différents. Mais ouais, comment on peut... Aujourd'hui, aujourd'hui, franchement, à part toutes les ressources qu'il y a sur Internet et qui parlent de ça, je ne peux pas cibler des particulières. Après, il y en a beaucoup. Ça commence à beaucoup discuter. En fait, c'est beaucoup de bonnes pratiques sur, par exemple, je ne sais pas, vous allez avoir une liste d'éléments, vous allez la paginer. Et donc, à chaque fois qu'on va sur une page différente, on fait un nouvel appel réseau. Pourquoi est-ce que Facebook, on doit faire un feed qui va venir reload à chaque fois? C'est parce qu'en règle générale, vous allez regarder les 10 premiers posts et puis vous ne regardez pas la suite. Donc ça ne sert à rien d'aller tirer de l'API les 1000 premiers posts parce qu'en fait, souvent l'utilisateur il s'en fout et donc ça permet d'économiser. C'est tout un tas de pratiques sur comment on va essayer de paginer au mieux, comment on va limiter les appels serveurs, comment est-ce qu'on va le moins possible aller titiller le serveur. Parce que c'est ça, c'est à chaque fois qu'il y a la donnée qui transite par Internet, ça utilise de l'électricité quelque part, ça fait tourner un serveur quelque part, etc. Aujourd'hui, moi je sais pas, moi je suis vraiment dans les formations voilà, c'est une école vraiment basique. Nous on donne des cours parfois un peu orientés comme ça, mais bon c'est des 10 heures par-ci, 10 heures par-là, c'est pas vraiment focus. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'influenceurs, devs, on va dire, qui discutent de ce genre de choses. Et c'est beaucoup, en fait, ne serait-ce que dans les bonnes pratiques, tout simplement, donc le clean code, tout ce genre de choses, les bonnes pratiques du dev, rien que là-dedans, par définition, tu vas trouver plein d'astuces pour réduire un peu le code qui sert à rien, pour réduire les appels à réseau, parce qu'au-delà du côté écologique, c'est complètement débile, parce que tu n'as pas envie de surcharger ton serveur et tout. Donc de toute manière, les bonnes pratiques de code, en règle générale, sont souvent beaucoup plus éco-responsables que de faire n'importe quoi. Donc c'est plus ça, c'est au début je pense c'est faire attention à toutes ces pratiques-là et dans un second temps bien se renseigner effectivement sur toutes les pratiques en plus qui sont écologiques sur les différentes formes. Après, de manière générale, effectivement tu as des référentiels aussi, le plus connu c'est le référentiel du Green IT qui liste justement 115 bonnes pratiques, c'est un peu le truc qui existe depuis pas mal de temps, ils sont en train de travailler pour mettre à jour. Déjà c'est une bonne base en fait parce que la grande partie de ces 115 actions c'est principalement de la technique. Donc si tu veux regarder d'un point de vue développement, c'est déjà effectivement une base de bonnes pratiques intéressante. Et après, ouais, il y a des formations en ligne aussi, il y a des MOOC qui se développent pas mal sur le sujet. On pourra communiquer quelques liens pour que tout le monde puisse y accéder. Mais ouais, il y a quand même, heureusement, et ça c'est cool, de plus en plus de ressources quand même qui sont accessibles à tout le monde. On va avoir le temps d'avoir 2 questions. Donc il y avait une question ici et puis on terminera par toi si on n'a pas encore répondu à 2 questions. Et on va faire des choses. Moi j'avais une question sur le business case du coup de la green tech et de l'éco-conception. Du coup Astrid, vous c'est au cœur de votre business, enfin, ça fait partie de votre business model parce que du coup vous allez récompenser les utilisateurs pour leurs pratiques, donc vous avez un enjeu de rétention. En revanche, vous avez eu 2 discours assez différents. Donc, Simon, tu disais que c'est 2 jours de plus. Pardon, 2 jours de plus. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Tu disais que les clients ne veulent pas payer 2 jours de délai en plus pour intégrer des pratiques d'éco-conception. Et Alexandre, toi, tu mettais en valeur par rapport à des interlocuteurs le fait que tu gagnes en performance, ça a des coûts de maintenance moins élevés sur le long terme. Mais du coup, qu'est-ce qui marche concrètement dans les discours? Qu'est-ce qui fait, et je parle en particulier aussi des entreprises qui ne sont pas du coup orientées green de manière générale. C'est une bonne question. Parce qu'ils sont sur leur position. C'est tout le sujet en fait, effectivement, c'est que, moi j'essaie de vanter, en tout cas de faire en sorte d'avoir cette discussion-là. Après, ça ne marche pas systématiquement, on n'a aucun argument implacable qui dit ok, ouais, super, je signe. Et après, ça dépend vachement du contexte. C'est-à-dire que dans certains cas, je pense que ça ne va pas demander forcément beaucoup plus d'efforts. Dans d'autres, oui, parce que justement, on a besoin d'avoir une appli dédiée qui va être ultra rétro-compatible avec plein de versions d'avant, etc. Ça demande un investissement supplémentaire. Par contre, mettre en place, encore une fois, des bonnes pratiques ou des choses comme ça un peu basiques, mais qui suffisent déjà à réduire beaucoup le poids des pages, etc. La compression des images, pas mettre de vidéos, des choix comme ça de contenu fonctionnel. Ça n'a pas de coût sur coût supplémentaire, c'est juste quelque chose qu'il faut réussir à
entre guillemets, négocier ou faire passer auprès du client qui avait peut-être en tête un truc qu'il voit partout. Juste essayer de lui dire pourquoi c'est pas forcément une bonne idée et que ça va pas forcément apporter de la valeur. Donc après, c'est une discussion à avoir, en fait, je pense, avec le client. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas d'argument miracle, malheureusement. Ouais, je pense que pour rebondir, en fait, c'est là où le métier de product owner, product manager, je pense, a vraiment son importance. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, je suis directeur technique, je suis développeur, je suis l'expert qui code, mais entre guillemets, on ne me demande pas trop mon avis sur un produit. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir me présenter un produit, il sait ce qu'il veut quelque chose. Et en règle générale, quand vous allez lui expliquer que on devrait faire un peu différemment, etc., on passe pour le texte qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Parce qu'en vrai, il y a une relation de prestataire-client. Et donc c'est une relation qui est particulière. C'est très dur d'avoir cette relation avec un client. Et c'est normal, parce que finalement, on est le prestataire. On pourrait aussi dire ça par flemme. On pourrait aussi dire ça, exemple tout bête, on avait fait un réseau social pour les femmes autour de la maternité. Bref, c'était un réseau social, une start-up qui était assez cool. Et la personne voulait faire tout un chat. Mais un vrai chat, avec toutes les fonctionnalités d'un chat, etc. Machin. Et nous, par expérience, je ne sais pas si un jour vous voulez faire un chat dans votre application, mais je crois que j'ai accompagné plus d'une vingtaine d'applis mobiles en prod. Tous les chats, ils ratent. Les chats, le premier message, c'est voici mon numéro, on se parle sur WhatsApp. Parce que vous n'arriverez jamais à faire un chat meilleur que WhatsApp ou Messenger. Et personne n'en veut du chat que vous allez faire dans votre appli mobile. Parce que tous les utilisateurs, nous, on voyait les conversations, parce que, autre sujet, c'était pas chiffré, ça c'est encore un autre problème. Mais du coup, vous voyez que les conversations, ça se limite à voici mon numéro, on se parle sur WhatsApp. C'est une fonctionnalité qui nous a pris je ne sais pas combien de temps à faire. En plus, c'était du natif, donc on avait l'appli mobile iOS, l'appli mobile Android. Ça a pris un temps fou, ça a coûté un temps fou, de l'argent à la cliente. Et nous, on lui avait prévu, on lui avait dit c'est une mauvaise idée, ça va faire des données en plus, ça va faire un truc en plus. Les gens n'ont pas besoin en plus. Pour l'aspect MVP, normalement, le produit devrait se limiter à vraiment votre cœur de métier, etc. Mais quand on est prestataire, c'est compliqué. Je pense que là où ce genre de formation et ce genre d'environnement sont hyper importants, c'est que le product owner, le product manager, c'est son métier de penser le produit. Et donc, les conseils qu'il va pouvoir amener, le regard qu'il va pouvoir amener, il ne sera pas vu comme un regard de prestataire qui veut juste pas faire son travail. Il sera vu comme le regard de quelqu'un qui veut faire un vrai produit, qui a de la vraie valeur, qui correspond à des valeurs que l'entreprise porte. Et donc, je pense que ce métier-là, enfin moi, c'est quelque chose... je trouve qu'il est super important. Je trouve que quand j'ai affaire à un PO en face qui sait ce qu'il fait, qui est à l'écoute, avec qui on peut discuter, avec qui on peut itérer sur un projet, etc., ça fait mais absolument toute la différence sur tous les sujets. Parce qu'on peut discuter, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Parce que cette personne, elle sait aussi faire le tampon entre les prestataires et puis le grand patron qui veut X et Y. Et puis si elle fait bien son travail, elle sait amener petit à petit des petits changements comme ça. Et franchement, ce métier-là, il est super important pour ça. Donc le regard que moi j'avais, c'est un regard de prestataire qui... Moi, j'ai pas les armes, puis je suis sans doute pas bon aussi à ça, pour aller défendre ce genre de choses. Par contre, je vois la différence quand il y a un PO qui sait faire ce métier-là et quand il n'y en a pas. Parce que quand il n'y en a pas, c'est nous qui devons faire les PO, et nous, on est des tech, et on est difficile, puis on est prestataire. Donc en fait, c'est vraiment une relation de client-prestataire qui de toute manière est compliquée. Par contre, ce métier-là que vous faites, PO-PM, je pense que là, vous pouvez mettre en place plein de trucs parce que c'est vous qui êtes responsable du produit et c'est vous finalement qui pouvez construire votre truc. Oui, tout à fait. Alors, on finit... En fait, c'était pas juste une question, juste une réponse pour Ada. La loi Rennes a rendu obligatoire le fait qu'il y ait des formations d'éco-conception dans toutes les écoles de design numérique, etc. Donc, je ne sais plus au niveau du décret d'application, si c'est à partir de 2023 ou 2024. Hyper intéressant. Mais elle ne coule pas. Donc en fait, soyez proactifs là-dessus, et si de toute façon, tout le monde doit y passer, c'est archi obligatoire. Et effectivement, pour commencer, les 115 pratiques, et puis aussi le référentiel général qui sont en train de faire au niveau de la fonction publique, c'est des sites web comme les autres, c'est une bonne base de travail. Donc c'est plutôt pour finir sur un message positif. Bah, trop bien. Ça bouge et c'est obligatoire. Carrément, carrément. Si vous avez d'autres questions à poser, je pense qu'on va tous boire l'envers, voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, merci à Maestro de nous avoir accueillis, merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous arriverez à mettre des choses dans vos entreprises respectives. Et voilà, je pense qu'on peut s'applaudir. Non, merci à vous. Moi, ce qu'on adore faire, c'est
maintenant, on adore faire des petits rôtis en fin d'event pour savoir du coup si ça vous a plu ou non et qu'ils puissent avoir un petit feedback à chaud. Alors, est-ce que s'il y en a qui ne connaissent pas le rôti, l'idée c'est qu'on met tous notre main comme ça et on note de 0 à 5 si on a. C'est horrible! On est là sur le pilori, quoi. Non, mais l'idée 5, c'est j'ai appris un truc, j'ai passé un bon moment. Et comme ça, on pourra aussi, ceux qui mettent une moins bonne note, dire un petit axe d'amélioration pour ceux qui organisent l'event. Ça fait toujours plaisir, c'est comme ça qu'on s'améliore. On va? Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est 1, 2, 3. Et ben vous n'avez que des bonnes notes, donc merci beaucoup.